Maman, je suis au dîner d'anniversaire de Lucie. On se parle demain, d'accord? Ces mots ont traversé ma poitrine, tandis que je tenais mon téléphone si fermement que mes doigts en sont devenus blancs. Mes genoux ont cédé là même, dans le couloir froid de l'hôpital, pendant que la médecin attendait encore à quelques mètres, avec ce porte-document dans les mains et ce regard de quelqu'un qui a déjà donné des nouvelles, comme celle-là des centaines de fois. Gérard venait de partir, 47 ans ensemble, terminé par un infarctus fulminant un mercredi après-midi. Et mon fils unique, mon Rémi, ne pouvait pas interrompre un dîner d'anniversaire. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous lisez cette histoire et si vous avez déjà perdu quelqu'un que vous aimiez profondément. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer des histoires comme celle-ci. Je suis retournée à notre maison, maintenant seulement la mienne, ce même soir. Le taxi m'a déposé sur le trottoir pavé du Jardin du Luxembourg, à Paris, où nous habitions depuis notre mariage. Chaque pas jusqu'à la porte était comme marcher sur des éclats de verre. Quand j'ai tourné la clé et que je suis entrée, le silence m'a engloutie tout entière. J'ai allumé les lumières automatiquement, mais je les ai vite éteintes. L'obscurité correspondait mieux au vide que je ressentais. Gérard, ai-je appelé dans un murmure idiot, comme s'il pouvait répondre. Dans la cuisine, la tasse qu'il avait utilisée le matin était encore dans l'évier. Le journal plié sur la chaise de la véranda, exactement comme il le laissait tous les jours. Ses pantoufles sous la table. J'ai pris le cadre photo de la table basse, nous deux à la plage de Deauville, jeunes, souriants, avec Rémi enfant, dans les bras. J'ai glissé jusqu'au sol du salon, la photo serrée contre ma poitrine, et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. Personne n'est venu cette nuit-là. Aucune sonnette n'a retenti. Mon portable est resté silencieux, à l'exception de messages génériques de courage de personnes que je connaissais à peine. J'ai dormi sur le canapé, sans force pour aller jusqu'à la chambre et faire face à notre lit vide. Le lendemain matin, la réalité a pesé encore plus. Il y avait un corps à veiller, des funérailles à organiser, des papiers à signer. Encore en pilote automatique, j'ai appelé les pompes funèbres qui se trouvaient à Montmartre. La femme à l'autre bout de la ligne avait une voix douce, de celle entraînée pour parler aux personnes en état de choc. Je répondais comme un robot aux questions pratiques sur le cercueil, les fleurs, les horaires. J'ai appelé Rémi à nouveau. L'appel est tombé sur la messagerie vocale 3 fois, jusqu'à ce qu'il réponde enfin. « Allô, maman? Rémi, ton père ?» Ma voix a défailli. « La veillée funèbre sera cet après-midi. Tu viendras, n'est-ce pas ?» Un silence de date, c'est l'autre côté. Puis, j'ai entendu des voix en arrière-plan, des rires, de la musique basse. « Maman, aujourd'hui j'ai une réunion importante au travail. Je ne peux pas manquer. C'est à propos de cette promotion dont je t'ai parlé. » Quelque chose a gelé en moi, une sensation nouvelle. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était une déception profonde, viscérale. « Ton père est mort, Rémi. » Ai-je dit d'une voix à peine audible. « Ton père est mort et tu ne peux pas venir à la veillée. » Je vais essayer de passer à la fin, maman. J'ai déjà fait mes adieux à papa à ma manière. Tu sais comment c'est à la banque. Je ne peux pas simplement m'absenter. Je n'ai pas pu répondre. J'ai raccroché et je suis restée à regarder le mur pendant un temps que je ne saurais calculer. C'est Claudine, notre voisine depuis plus de 20 ans, qui m'a trouvée ainsi, assise à la table de la cuisine, regardant dans le vide. Elle avait une clé de secours depuis que Gérard avait fait cette chute il y a 3 ans. Elle est entrée en appelant mon nom, inquiète parce que je ne répondais pas à la sonnette. « Céline, mon Dieu du ciel, que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé, secouant légèrement mes épaules. « Gérard, Claudine, il est parti. » Elle s'est assise à côté de moi et a pris mes mains.
Elle avait dans les yeux ce mélange de choc et de compassion. C'est elle qui m'a aidé à choisir les vêtements que Gérard porterait, à appeler les membres de la famille et les amis, à arranger la maison pour après l'enterrement. La veillée funèbre a eu lieu au cimetière du Père-Lachaise, près de chez nous. Gérard disait toujours qu'il voulait quelque chose de simple quand il partirait, sans ostentation. Pas de pleurs excessifs, ni de gens qui font semblant de me connaître, plaisantait-il. Mais cet après-midi-là, la salle était pleine. Des collègues du temps où il enseignait à la Sorbonne, d'anciens voisins, des amis du club d'échecs qu'il fréquentait le dimanche, d'anciens étudiants qui l'avaient appris, par Internet, des personnes qui le connaissaient vraiment, qui avaient des histoires à raconter sur la façon dont il avait touché leur vie. Et Rémi, il est apparu durant la dernière demi-heure, vêtu d'un costume impeccable, le portable constamment à la main. Il n'a pas pleuré, il n'a pas porté le cercueil. Il a salué quelques personnes, m'a donné une brève accolade et m'a demandé si j'allais bien, comme s'il était possible d'aller bien dans cette situation. « Tu n'as pas besoin de rester. Si tu es pressé, ai-je dit, sans pouvoir cacher l'amertume dans ma voix. Je dois vraiment retourner au travail, maman. Lucie passera chez toi plus tard pour voir comment tu vas. Lucie n'est jamais venue, ni ce soir-là, ni les jours suivants. Durant les 30 premiers jours, j'ai vécu dans une sorte de bulle. Le temps est passé dans une séquence confuse de matin vide et de nuit sans sommeil. J'ai retiré mon alliance, mais je l'ai remise le jour même. J'ai gardé son côté du lit fait, sa brosse à dents à sa place, son parfum intact dans la salle de bain. Les factures continuaient d'arriver avec son nom, et chaque fois que je voyais Gérard Moreau imprimé quelque part, c'était comme un petit coup de poignard. Mon salut est venu des petites gentillesses. Madame Zola du 43 montait avec un plat préparé presque tous les jours. J'en ai fait plus que nécessaire, disait-elle, mais nous connaissions toutes les deux la vérité. Monsieur Albert, de l'immeuble d'à côté, apparaissait pour demander du sucre avec une fréquence suspecte. Des collègues de l'église ont organisé un roulement pour me rendre visite. Rémi, il envoyait des messages sporadiques. « Courage, maman. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Nous prions pour toi. » Toujours au pluriel, incluant toujours Lucie, toujours distant. Aucune visite, aucune étreinte, aucune épaule, comme si la mort de son père était un événement dans une autre famille, pas dans la sienne. Et vous, que feriez-vous si votre fils traitait votre douleur avec tant d'indifférence? S'il y avait un abîme entre l'amour que vous avez donné et l'attention que vous recevez en retour? Un dimanche après-midi, exactement 1 mois et 17 jours après le départ de Gérard, la sonnette a retenti. Mon cœur a fait un bond. Peut-être que Rémi était finalement venu. J'ai rapidement arrangé mes cheveux, passé ma main sur mon visage pour effacer toute trace de larmes, et je suis allée ouvrir. C'était bien lui, mais il n'était pas seul. Lucie était à ses côtés, impeccablement vêtue, avec un bouquet de lys blanc dans les mains. Il souriait, comme s'il rendait visite à une amie pour un café décontracté, pas à une mère en deuil. « Nous t'avons apporté des fleurs, maman. » Rémi est entré, me donnant un rapide baiser sur le front. « Comment vas-tu » Je voulais dire la vérité. Je voulais crier que j'étais brisée, pas seulement par la mort de Gérard, mais par l'absence de mon fils quand j'en avais le plus besoin. Je voulais demander pourquoi il ne venait jamais, pourquoi il n'appelait jamais, vraiment, pourquoi il ne demandait jamais si j'arrivais à dormir la nuit ou si je mangeais correctement. Mais j'ai tout avalé et j'ai simplement répondu « Je tiens bon, fils, un jour à la fois. » Nous sommes allés à la cuisine. J'ai préparé un café pendant qu'il s'asseyait. Mes mains tremblaient un peu en servant les tasses. « Vous alimentez bien ?» a demandé Lucie, d'un ton de préoccupation si répété que ça m'a fait mal. « Oui, le voisinage a été très gentil, » ai-je répondu, sans pouvoir la regarder dans les yeux. C'est à ce moment que Rémi s'est éclairci la gorge
a ajusté sa posture et a dit les mots qui changeraient tout entre nous. « Maman, je sais qu'il est encore difficile d'en parler, mais papa a-t-il laissé une assurance vie, une prévoyance quelconque ?» a-t-il demandé avec cette voix qu'il utilisait dans les réunions de travail. Ou peut-être un testament. La tasse que je tenais a failli glisser de mes doigts. J'ai fait semblant de ne pas avoir bien entendu, parce que je voulais croire que mon fils ne demandait pas vraiment de l'argent, alors que le corps de son père était à peine refroidi dans la terre. « Comment, fils? Les documents, maman. Papa a toujours été organisé avec ces choses. Il a dû tout laisser préparer. » Il a pris une gorgée de café, comme si nous discutions de la météo. C'est important qu'on règle vite la partie bureaucratique. Lucie a posé sa main sur la sienne, dans un geste que je n'ai pas pu déchiffrer s'il était de soutien ou d'avertissement. Peut-être les deux. Elle m'a souri, ce sourire qui n'atteint pas les yeux. Madame Céline, c'est juste pour aider vraiment. Rémi s'inquiète pour vous, vous savez, pour votre sécurité financière. Mes mains ont commencé à trembler, plus visiblement maintenant. Pas de tristesse ou de nervosité, mais d'une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une colère qui venait des entrailles, qui montait comme de la lave. J'ai essayé de contrôler ma respiration. « Ne perds pas ton sang-froid, Céline », aurait dit Gérard. « J'ai besoin d'y réfléchir calmement, fils. Je suis encore en train d'organiser les affaires de ton père. »« Bien sûr, maman, sans hâte. » Rémi a souri, mais ses yeux scrutaient déjà le salon, comme s'il évaluait la valeur de chaque objet. Mais tu sais comment c'est, plus tôt on règle ça, mieux c'est pour tout le monde. Tout le monde signifiait lui, et peut-être Lucie, pas moi. La visite a duré moins d'1 heure. Avant de partir, Rémi a mentionné, comme par hasard, qu'il pensait acheter un appartement plus grand, que la banque offrait un financement intéressant, mais que l'apport initial était élevé. Le message était clair, comme de l'eau. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je me suis effondrée sur le canapé. La maison, qui semblait déjà vide sans Gérard, paraissait maintenant contaminée. L'endroit qui gardait nos souvenirs, où nous avions élevé notre fils, où Gérard et moi avions vieilli ensemble, n'était plus qu'un actif à liquider. Un héritage, comme diraient les avocats. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots de Rémi résonnaient dans ma tête. Assurance vie, testament, sans hâte. Je me suis souvenu des nombreuses fois où il avait emprunté de l'argent à Gérard ces dernières années, pour une nouvelle voiture, pour l'apport de l'appartement, pour un voyage à Rome avec Lucie. De l'argent qui n'a jamais été rendu, parce que la famille ne facture pas la famille, comme disait Gérard, malgré mes réserves. Le lendemain matin, après une nuit blanche, j'ai pris une décision. Je suis allée au bureau que nous maintenions dans la chambre d'amis, où Gérard gardait tous les documents importants. Il a toujours été méthodique avec ces choses, contrairement à moi. Le tiroir du bureau était verrouillé, mais je savais où il cachait la clé, sous la statuette en bronze qu'il avait reçue lorsqu'il avait pris sa retraite de l'université. Dans le tiroir, des dossiers organisés par catégorie, factures payées, actes, contrat de location de l'appartement que nous avions à Lyon et un dossier bleu, plus épais que les autres, avec les mots « en cas de mon absence » écrits à la main, dans l'écriture reconnaissable de Gérard. Mais main tremblait quand j'ai ouvert ce dossier. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents, y compris des instructions sur les comptes bancaires, les mots de passe, les investissements. Mais ce qui a attiré mon attention était une enveloppe scellée avec mon nom. À l'intérieur, 2 feuilles. La première était le testament officiel, signé, enregistré chez le notaire. La seconde était une lettre manuscrite. Ma chère Céline, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. J'aimerais pouvoir te serrer dans mes bras en ce moment, sécher tes larmes, te dire que tout ira bien. Mais je ne peux laisser que ces mots, espérant qu'ils apportent un certain réconfort. 47 ans ensemble. Une vie, notre vie. Nous avons tant construit, n'est-ce pas?
Tu te souviens de ce minuscule appartement à Montparnasse où notre lit tenait à peine? De comment nous avons économisé chaque centime pour acheter cette maison? Des nuits où tu restais éveillé, préoccupé par les factures, tandis que je disais que tout irait bien. Et ça a été le cas. Ça l'a toujours été, parce que nous étions ensemble. Je sais que tu dois te sentir perdu maintenant. Je sais aussi que notre Rémi, pour qui nous nous sommes tant sacrifiés, t'a probablement déjà demandé à propos de l'héritage. Il me le fait depuis un certain temps, demandant toujours plus, investissant dans des projets douteux, dépensant pour des choses dont il n'a pas besoin pour impressionner des gens qui n'importent pas. J'ai essayé de le guider, Céline. Tu sais que j'ai essayé. Mais il y a une limite à ce que nous pouvons faire pour nos enfants quand ils deviennent adultes. Le choix est le leur. Et le choix de Rémi a été un chemin qui m'inquiète. C'est pourquoi j'ai pris une décision. Ce testament que tu as entre les mains te laisse tout. La maison, les investissements, l'appartement de Lyon, tout. À vie. Pour que tu n'aies jamais besoin de dépendre de personne, encore moins d'un fils qui semble avoir oublié le sens de la gratitude et du respect. Je sais que cela peut sembler dur, peut-être même injuste aux yeux de certains, mais je ne peux pas, en toute conscience, te laisser vulnérable. Je ne peux pas permettre que la pression pour de l'argent te fasse renoncer à la sécurité que nous avons construite ensemble. Utilise ce document comme ta protection, comme ma dernière façon de prendre soin de toi, même en n'étant plus là physiquement. Avec tout l'amour du monde, Gérard. J'ai lu la lettre 3 fois, les larmes brouillant ma vision. C'était comme entendre sa voix à nouveau, conseillant, protégeant. J'avais perdu mon compagnon, mon ami, mon havre de paix. Mais lui, même en sachant qu'il partirait, avant moi, avait laissé un dernier acte d'amour. Le téléphone a sonné, m'arrachant à ce moment. C'était Rémi. Maman, j'appelais juste pour savoir si tu as réfléchi à ce dont nous avons discuté hier. J'ai regardé la lettre dans mes mains, le testament officiel à côté. J'ai pensé à toutes les fois où Gérard m'avait dit que je devais être plus ferme avec notre fils, que l'amour, c'est aussi dire non, que créer des barrières est parfois la façon la plus authentique d'éduquer. J'y ai réfléchi, Rémi, et je pense que nous devons parler en personne. Avec Maître Martin présent. Maître Martin, l'avocat de papa? Exactement. Il s'occupait de tout pour ton père. Pouvons-nous nous retrouver demain à 10 heures dans son bureau à Saint-Germain? Son hésitation était perceptible. Bien sûr, maman, mais nous n'avons pas besoin d'avocat pour une conversation de famille, n'est-ce pas? Si, fils, nous en avons besoin. Cette nuit a été différente des précédentes. Il y avait toujours la douleur de l'absence de Gérard, le vide du lit, la mélancolie des espaces qu'il occupait habituellement. Mais il y avait aussi une certitude, une direction, comme s'il avait laissé une carte à suivre, un chemin à travers l'obscurité. Pour la première fois depuis les funérailles, je suis allée à l'armoire et j'ai pris une de ses chemises. Cette chemise bleu marine qu'il portait les dimanches d'hiver. Elle avait encore son odeur. Je l'ai mise par-dessus ma chemise de nuit et je me suis assise sur le balcon, regardant les lumières de la ville qui s'étendaient jusqu'à la Seine. Je me suis souvenue de tous les plans que nous avions faits là, dans les nuits douces de Paris. Des voyages que nous ferions quand il prendrait complètement sa retraite. Une croisière en Méditerranée. Une maison de plage à Nice, peut-être. Et vous? Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile concernant quelqu'un que vous aimez, même en sachant que cela pourrait changer à jamais votre relation? Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. J'ai pris une longue douche, choisi mes vêtements avec soin, mis du rouge à lèvres, pour chasser l'aspect malade, comme dirait ma mère. J'ai appelé Maître Martin avant de sortir, pour confirmer qu'il serait disponible. Il avait été l'ami de Gérard pendant des décennies, en plus d'être son avocat. Il connaissait notre histoire, nos luttes, notre fils.
Son bureau se trouvait dans un immeuble ancien sur le boulevard Saint-Germain. De ceux avec un petit ascenseur et un concierge qui connaît tout le monde par son nom. Quand je suis arrivée, Rémi était déjà là, assis dans la salle d'attente, manipulant son portable avec cette expression impatiente qu'il a développée après avoir commencé à travailler à la banque. « Bonjour, fils ». Il a levé les yeux, surpris. Peut-être s'attendait-il à voir la même femme fragile et désorientée des derniers mois. Mais je m'étais habillée comme à l'époque où j'enseignais la littérature au lycée Henri IV. Cheveux attachés, posture droite, regard ferme. « Maman, tu es différente. Je suis comme j'ai toujours été, Rémi. J'avais simplement oublié. » Maître Martin nous a appelés pour entrer. Son bureau était simple mais élégant, avec des étagères de livres juridiques et une vue sur la Seine au fond. Il m'a longuement étreinte avant d'indiquer les chaises pour nous asseoir. « Céline, c'est bon de te voir. Gérard serait fier. » Rémi regardait de l'un à l'autre, visiblement mal à l'aise avec cette familiarité. Il imaginait probablement que Maître Martin était juste un prestataire de service, pas quelqu'un qui a dîné chez nous des dizaines de fois, qui a vu notre fils grandir, qui a été le témoin de mariage de Gérard et moi. « Alors, allons à l'essentiel », a dit Rémi, s'ajustant sur la chaise comme s'il était dans une réunion d'affaires. Maître Martin m'a regardé, comme s'il demandait la permission de continuer. J'ai légèrement acquiescé. « Bien, Rémi, ta mère m'a demandé d'expliquer la situation des biens laissés par ton père. » A-t-il commencé, ouvrant un dossier sur la table. « Comme tu dois le savoir, tes parents ont construit un patrimoine considérable au fil des ans. La maison au jardin du Luxembourg, l'appartement à Lyon, les investissements. Oui, oui, ça je le sais. » Rémi a interrompu, impatient. La question est, comment nous allons diviser cela? Légalement, la moitié est à ma mère, et l'autre moitié doit être divisée entre les héritiers, n'est-ce pas? Maître Martin s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. En fait, non. Ton père a laissé un testament, très spécifique. Il a sorti le document du dossier et l'a posé sur la table. Rémi s'est penché en avant, fronçant les sourcils. Un testament? Mais quel testament? Celui-ci, ai-je répondu, indiquant le papier. Ton père l'a fait il y a environ 2 ans. Tout est légal, enregistré chez le notaire. Rémi a pris le document, ses yeux parcourant les lignes. J'ai vu son visage changer graduellement, de la curiosité à l'incrédulité, puis à l'indignation. Il m'a regardé, puis Maître Martin, et à nouveau le papier. Ceci ne peut pas être légal. Je laisse tous mes biens, meubles et immeubles, droits et actions, à mon épouse, Céline Marie Dubois-Moreau, pour qu'elle en dispose selon sa volonté et son besoin, aussi longtemps qu'elle vivra. Il a lu à haute voix, incrédule. « Et moi, je suis le fils unique. J'ai droit à la réserve légale ?» Maître Martin a ajusté ses lunettes, patient. « Ton père était dans la légalité, Rémi. Il a laissé à Céline l'usufruit, viager de tous les biens. Cela signifie que, tant qu'elle vivra, tous les biens restent sous son administration exclusive. Après son décès, alors oui, ils te reviendront. » Combien de temps cela peut-il prendre? Les mots sont sortis de la bouche de Rémi avant qu'il ne puisse les retenir. Cette question a traversé mon cœur comme une flèche empoisonnée. Mon fils demandait essentiellement combien de temps je vivrais encore pour qu'il puisse enfin avoir accès à l'héritage. À ce moment-là, le dernier fil d'illusion que je gardais sur lui s'est rompu. « Le temps que Dieu voudra, Rémi, » ai-je répondu, avec un calme que je ne me connaissais pas. Je peux encore vivre 10, 20 ans, ou plus. Il a passé sa main dans ses cheveux, visiblement frustré. « Maman, ce n'est pas ça, je voulais juste… » Il a hésité, cherchant ses mots. « Je suis sur le point d'acheter un appartement plus grand. Lucie et moi pensons à avoir des enfants. J'ai pensé que papa aurait pensé à ça. » « Il y a pensé, fils, ai-je répondu, sentant un nœud dans la gorge.
il a pensé à tout, y compris aux 5 derniers prêts que tu lui as demandés et que tu n'as jamais remboursés. Aux investissements ratés que tu l'as convaincu de faire, à la fois où tu l'as presque convaincu d'hypothéquer la maison pour être ton garant dans cette affaire d'importation. Rémi a pâli. Clairement, il ne s'attendait pas à ce que je sache ces détails. Gérard me racontait rarement ces choses pour ne pas m'inquiéter. Mais dans les derniers mois, peut-être pressentant la fin, il s'était ouvert à moi sur ses préoccupations concernant notre fils. C'était juste des affaires qui n'ont pas fonctionné, maman. Ça arrive. Son ton était maintenant défensif, presque hostile. Je ne savais pas que papa gardait tant de rancune. Ce n'était pas de la rancune, Rémi. C'était de l'inquiétude. Pour toi, pour tes choix. Et pour moi, pour que je ne reste pas démunie après. Maître Martin s'est éclairci la gorge, essayant d'alléger la tension. Si vous me permettez, il y a une autre question. Gérard a établi un fonds pour toi, Rémi. Ce n'est pas une somme énorme, mais suffisante pour aider avec l'apport de cet appartement que tu as mentionné, si c'est vraiment une nécessité. Les yeux de Rémi ont brillé momentanément, mais son visage s'est vite durci à nouveau. Un fonds? Comme l'aumône? Il a jeté le testament sur la table avec dédain. C'est absurde. Je vais contester judiciairement. J'ai droit à ma part. Tu peux essayer. Maître Martin a répondu calmement. Mais je peux garantir que ton père a consulté les meilleurs spécialistes en droit successoral. Le testament est blindé. De plus, un tel procès peut prendre des années, coûter une fortune en honoraires et l'usure émotionnelle. Peu m'importe. Rémi criait presque maintenant. Ce n'est pas juste. Cette maison où j'ai grandi, où j'ai vécu mon enfance, tout cela devrait aussi être à moi. Ces paroles m'ont frappé comme une gifle. La maison où il a grandi. La maison que Gérard et moi avons achetée en travaillant double, économisant chaque centime. La maison où j'ai passé des nuits blanches quand il avait de la fièvre, où nous avons célébré chaque anniversaire, chaque conquête. La maison qu'il visitait à peine ces dernières années, sauf quand il avait besoin de quelque chose. Rémi, ma voix est sortie presque dans un murmure. La maison que tu veux vendre est celle où ton père et moi avons construit toute notre vie. Celle d'où tu as à peine eu le temps de venir quand ton père est mort. Celle où je vis seul mon deuil pendant que tu continues ta vie comme si rien ne s'était passé. Il s'est levé, le visage rouge de colère. Alors c'est ça? Une vengeance? Parce que je ne suis pas venue à la veillée à l'heure? Parce que j'ai ma propre vie? Non, fils, ce n'est pas une vengeance. C'est une protection. La tienne aussi. J'ai sorti de mon sac la lettre de Gérard, soigneusement pliée. Ton père m'a laissé ceci, mais je pense que tu devrais la lire. Je lui ai tendu la lettre. Rémi l'a prise, hésitant. Ses yeux ont parcouru les lignes, son expression changeant subtilement à chaque paragraphe. J'ai vu le moment exact où les mots de Gérard l'ont atteint, ses épaules se sont affaissées, sa respiration est devenue plus lourde. Quand il est arrivé, à la fin il y avait des larmes au coin de ses yeux. « Papa a écrit ça ?» a-t-il demandé, la voix étranglée. « Oui, peu avant de partir. Je ne savais pas qu'il pensait ainsi de moi. Il t'aimait, Rémi, beaucoup, mais il était préoccupé par tes choix et par ce qui m'arriverait après. » Rémi a plié lentement la lettre, me la rendant. Il est resté quelques secondes en silence, comme s'il assimilait tout. « Je... » a-t-il commencé, mais s'est arrêté. Il s'est éclairci la gorge. Je dois y aller. Et sans rien dire de plus, il est sorti de la salle, nous laissant là, Maître Martin et moi, dans le silence pesant qui suivait son départ. Par la fenêtre, je l'ai vu traverser la rue en hâte, parlant au téléphone, probablement avec Lucie, racontant son indignation, sa déception. « Tu vas bien, Céline ?» a demandé Maître Martin, sincèrement préoccupé. « Je ne sais pas, Martin. Vraiment, je ne sais pas. » Je suis sortie du bureau en sentant un poids énorme. Ce n'était pas un soulagement, comme j'avais imaginé que ce serait en confrontant
Finalement, Rémi, c'était un nouveau type de douleur. La douleur de voir confirmer ce que je craignais. Mon fils unique, ne voyait en moi qu'un obstacle entre lui et l'argent qu'il croyait mériter. J'ai marché lentement le long du boulevard, observant les gens autour de moi, des couples main dans la main, des parents avec des enfants dans les bras, des personnes âgées sur les bancs de la place, tous tissant leurs propres histoires, leurs propres joies et déceptions. Combien d'entre eux avaient-ils perdu quelqu'un d'aimer? Combien avaient découvert des vérités douloureuses sur des personnes qu'ils aimaient? Dans les jours qui ont suivi, le silence a été absolu. Aucun appel, aucun message de Rémi. C'était comme si cette réunion avait creusé un abîme entre nous, encore plus grand que la mort de Gérard. J'oscillais entre la tristesse et la colère, entre la culpabilité et la certitude de faire ce qui était juste. La nuit, je conversais avec Gérard dans l'obscurité de la chambre, comme s'il pouvait m'entendre, me conseiller. Ai-je bien fait, mon amour? Ou ai-je juste empiré les choses? Une semaine après la réunion, j'ai reçu un email de Rémi, formel, distant. Chère maman, après avoir réfléchi à notre conversation, j'ai décidé d'accepter la volonté de papa. Je ne contesterai pas le testament. Je comprends tes préoccupations et je respecte ta décision. J'aurai besoin de temps pour assimiler tout cela. J'espère que tu comprendras. Avec affection, Rémi. Aucun coup de téléphone. Aucune haie. Visité. Seulement ces lignes froides, probablement révisées par Lucie, peut-être même par un avocat. Les mois suivants ont été les plus solitaires de ma vie. Claudine montait encore occasionnellement avec un plat préparé. Le groupe de lecture de l'église m'invitait toujours aux rencontres du mercredi. Mais rien ne comblait le vide laissé non seulement par Gérard, mais maintenant aussi par Rémi. Pour le 3e mois anniversaire du départ de Gérard, j'ai décidé d'aller au cimetière. J'ai apporté des marguerites, ses fleurs préférées. Tout en arrangeant le bouquet sur la tombe, je lui ai parlé comme je le faisais toujours. Je lui ai raconté le temps qu'il faisait, les voisins, le livre que je lisais. Et finalement, Rémi, il est blessé, Gérard. Je pense que plus contre toi que contre moi, pour ne pas lui avoir fait confiance, pour m'avoir protégé de lui. Les larmes coulaient librement maintenant. Parfois, je me demande si nous avons bien fait de l'épargner autant, si nous n'aurions pas dû être plus durs, lui avoir enseigné davantage la valeur du travail, de la gratitude. Une brise douce a agité les feuilles des arbres alentours, comme si Gérard me répondait à sa manière. Alors que j'étais assise là, perdue dans mes pensées, j'ai entendu des pas s'approcher. J'ai tourné la tête, m'attendant, presque à voir Rémi. Mais c'était Lucie, seule, dans une simple robe bleue, sans maquillage ni bijoux. Elle avait l'air différente, plus jeune, plus vulnérable. « Madame Céline, a-t-elle dit doucement, je peux m'asseoir. » J'ai acquiescé, surprise de la voir. Elle s'est assise à côté de moi sur le banc, ses yeux fixés sur la tombe de Gérard. « Je ne voulais pas vous déranger dans votre moment privé, » a-t-elle continué. « Mais je voulais vous voir depuis un moment. »« Tu n'es plus avec Rémi ?» ai-je demandé, notant l'absence de la bague de fiançailles à son doigt. « Non, » elle a répondu simplement. « Nous avons rompu peu après cette réunion avec l'avocat. » Elle a hésité, cherchant ses mots. « Je voulais juste que vous sachiez que je suis désolée, pour tout. Pour ne pas être venue vous voir après les funérailles. Pour avoir été complice dans la façon dont Rémi vous a traité. » Sa sincérité m'a prise au dépourvu. Je l'avais toujours vu comme une extension de Rémi, un accessoire, dans sa vie, pas comme une personne avec ses propres pensées et regrets. « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé. « Parce que je n'ai pas pu oublier votre visage ce jour-là, dans le bureau de l'avocat. La douleur dans vos yeux quand Rémi a demandé combien de temps il faudrait attendre. » Elle a secoué la tête. Je n'ai pas pu continuer à faire semblant après ça, comme si c'était normal.
comme si c'était acceptable. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment. Au loin, le son d'un avion traversant le ciel. Des voix étouffées d'autres visiteurs. La vie continuant inexorablement. Comment va-t-il? J'ai finalement demandé, surprenant même moi par cette question. Il est perdu, a-t-elle répondu. En colère, blessé. Essayant de comprendre comment sa vie a pris ce tournant. Elle m'a regardé directement pour la première fois. Il vous aime, vous savez, à sa façon déformée. C'est juste qu'il ne sait pas comment le montrer. Il a passé tant d'années à essayer d'impressionner votre mari, d'être à la hauteur de cet homme brillant, respecté. Et maintenant, il me voit comme un obstacle entre lui et son héritage. Ai-je terminé pour elle? Non, ce n'est pas si simple. Elle a soupiré. C'est plus compliqué. Il est en colère, oui. Mais il est aussi honteux. La lettre de son père, elle l'a touché plus qu'il ne l'admettra. Je me suis levée, soudain fatiguée. Non pas de Lucie ou de cette conversation, mais de tout. Du poids du deuil, des complications de l'amour, des déceptions et des espoirs. « Qu'est-ce que tu attends de moi, Lucie ?» ai-je demandé. « Que je l'appelle? Que je lui pardonne d'avoir traité la mort de son père comme un inconvénient, d'avoir vu dans mon chagrin une opportunité d'enrichissement. Je n'attends rien, elle s'est levée aussi. Juste que vous sachiez qu'il n'est pas un monstre, il est juste un homme qui a perdu son chemin, qui a passé tellement de temps à poursuivre des choses sans valeur, qu'il a oublié ce qui compte vraiment. » Elle a pris son sac, se préparant à partir. « Il aura besoin de temps, et quand il sera prêt, peut-être pourrez-vous trouver dans votre cœur un peu d'espace pour lui pardonner. » Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte, en silence. Avant de sortir, elle s'est retournée. « Votre mari était un homme sage, madame, Céline. Il savait que parfois le plus grand acte d'amour est d'établir des limites. » Elle a souri tristement. J'espère qu'un jour, Rémi comprendra cela. Après le départ de Lucie, je suis retournée au jardin. Je me suis assise sur le banc en bois, à cet endroit où Gérard et moi avons passé tant d'après-midi. J'ai fermé les yeux et j'ai presque pu sentir sa présence à mes côtés, son bras autour de mes épaules, son odeur familière. Et vous, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Pardonneriez-vous à un fils qui n'a perçu votre valeur que lorsqu'il ne pouvait plus exploiter votre amour? Les jours ont passé, se transformant en semaines. J'ai continué ma routine. Le groupe de lecture, le mercredi. La messe le dimanche, les visites au cimetière. Une nouvelle vie, différente, mais qui peu à peu prenait un certain sens. Un dimanche après-midi, environ 2 semaines après la visite de Lucie, la sonnette a retenti. C'était Rémi. Seul, sans cadeau dans les mains, sans le sourire confiant, habituel. Juste mon fils, avec des cernes profondes et un regard que je n'avais pas vu depuis qu'il était enfant et cassait quelque chose d'important. « Salut, maman !» Sa voix est sortie basse, presque un murmure. « Je peux entrer ?» J'ai ouvert la porte et fait un pas de côté. Il est entré en hésitant, comme un étranger, pas comme quelqu'un qui a grandi dans cette maison. « Tu veux un café ?» ai-je proposé. « Non, merci. » Il était resté debout au milieu du salon, ne sachant pas quoi faire de ses mains. « Je voulais juste te voir, savoir comment tu vas. » J'ai indiqué le canapé et nous nous sommes assis, un silence pesant. Entre nous, finalement il a parlé. « Maman, je suis désolée. Pour tout. » Sa voix affaiblie. « Pour la veillée funèbre, pour ne pas avoir été là quand tu avais besoin, pour avoir demandé à propos de l'héritage quand la douleur était encore si fraîche, pour avoir été si égoïste. » Je n'ai rien dit, j'ai laissé qu'il continue. J'ai lu la lettre de papa, plusieurs fois. Chaque mot, il a dégluti.
Il avait raison à mon sujet, sur qui je suis devenue. Ce n'est que maintenant que je réalise combien je vous ai déçus tous les deux. J'ai vu les larmes dans ses yeux, la première émotion authentique qu'il manifestait depuis des années. L'argent n'a pas d'importance, maman. La maison, les investissements, rien de tout ça. Il a regardé autour de lui, le salon où il a grandi. Ce qui importe, c'est que j'ai perdu papa sans jamais lui avoir dit combien je l'admirais. Et j'ai failli te perdre aussi, par avidité, pour ne pas savoir ce qui vaut vraiment la peine dans la vie. J'ai tendu la main et touché la sienne, légèrement. Ce n'était pas le pardon, pas encore. C'était une reconnaissance. Un petit geste pour dire « j'écoute ». « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes maintenant », a-t-il poursuivi. « Je voulais juste que tu saches que j'essaie de changer, vraiment. » Il a sorti de sa poche un papier, plié, la lettre de Gérard, visiblement usée à force d'être lue. Papa a toujours été l'homme le plus sage que j'ai connu. Dommage que j'ai dû le perdre pour voir cela. À ce moment-là, j'ai revu mon fils. Pas l'homme ambitieux qu'il était devenu, mais le garçon que Gérard et moi avions élevé, qui courait dans le jardin, qui demandait à entendre des histoires avant de dormir. « Peut-être qu'un jour je te pardonnerai, Rémi, ai-je dit, finalement. Mais pas maintenant. Le deuil n'est pas seulement absence, c'est révélation. C'est dans les moments les plus sombres que nous voyons qui est prêt à allumer une bougie et qui veut seulement savoir si l'or brille encore. » Il a acquiescé, acceptant mes paroles. Je comprends, et j'attendrai le temps qu'il faudra. Quand il s'est levé pour partir, j'ai demandé « Et Lucie, j'ai appris que vous avez rompu. » Il a souri tristement. « Oui, elle a essayé de me montrer ce que je ne voulais pas voir. Et je n'ai pas bien réagi, une personne de plus que j'ai blessée. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Avant de sortir, il s'est retourné. « Maman, quand je reviendrai, je n'ai pas besoin d'apporter des fleurs. Je sais que ce n'est pas de cela dont tu as besoin. Non, fils, pas besoin de fleurs, juste de vérité. » Je l'ai regardé marcher jusqu'à la voiture, une silhouette solitaire sur le trottoir que Gérard balayait tous les dimanches matins. Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner complètement un jour. Peut-être que oui, avec le temps. Ce que je savais, c'est que le deuil m'avait transformé de façon inattendue. Il m'avait montré non seulement qui j'avais perdu, mais aussi qui j'étais, plus forte que je ne l'imaginais. Je suis rentrée, j'ai fermé la porte. La maison gardait encore le silence de l'absence de Gérard. Mais maintenant, il y avait quelque chose de nouveau dans l'air. Ce n'était pas le bonheur, pas encore. C'était peut-être une petite graine de paix. La certitude que même dans les pertes les plus profondes, quelque chose demeure. Et parfois, c'est justement dans les ruines que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Gérard m'a laissé un foyer, oui, mais il m'a aussi laissé des leçons. La plus importante, qui aime, prend soin. Qui ne prend pas soin, ne mérite pas. Et moi, qui ai toujours pris soin de tous, j'apprenais maintenant à prendre soin aussi de moi-même. Certains appellent cela de l'égoïsme. J'appelle cela de la survie. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette histoire. Si elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, aimez et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela.